Bonjour, shalom, assalam alaikum. Très heureux de vous retrouver, sans doute encore très nombreux ce matin. Nous sommes le lundi 7 octobre 2019. Et pour cette journée, pour l'entame de toute la semaine, le Club de la Presse vous souhaite beaucoup d'énergie dans la positivité. Nous sommes déjà au studio pour vous alimenter en informations autant que possible vraies, des informations autant que possible utiles et bienveillantes pour notre vie en société togolaise. Vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier, disons bonjour aux techniciens. Ils sont encore deux aujourd'hui à nous accompagner. Kokou, Vitogbe et Michel Tomenga à la console. Géraud Dakoucha pour la mise en ligne de l'émission, aussi bien en son qu'en image. Nous vous ferons revisiter le 29e anniversaire du jour historique du 5 octobre. C'était en 1990. 29 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Surtout que nous sommes déjà à quelle encablure de la présidentielle 2020. Qu'est-ce qui se suppute ou bien qu'est-ce qui se prépare ou se présume dans les camps du pouvoir ou de ou des oppositions? Nous allons vous en parler. Également quelques questions de proximité, notamment en ces temps de pluie un peu extraordinaire pour la partie sud du Togo. Voilà le gros du menu du Club de la Presse de ce jour. Mais avant toute chose, comme le dirait l'autre, avant de commencer toute chose, il faut prier, et n'est-ce pas? Et nous prions aujourd'hui avec notre invité ici au studio, Mako Kodjo Agbogoudou. Bonjour. Bonjour, Sasse Gaou. Vous êtes de Haute, vous êtes pratiquant de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Vous êtes sur la paroisse Bethesda de Haute, cette paroisse qui prépare son jubilé d'or, les 50 ans, n'est-ce pas, Mako? Justement, je suis de la paroisse Bethesda de Haute et je fais partie du comité d'organisation. Je suis le secrétaire général du comité d'organisation. Et vous êtes passé ce matin pour nous parler de comment l'église évangélique presbytérienne Bethesda de Haute prépare son jubilé d'or. Justement. Alors, avant d'en venir à la fête, vous voulez nous faire un bref historique de cette église, de cette paroisse de Haute? L'église évangélique presbytérienne de Haute, connue sous le nom de Bethesda, est née justement en 1964. 64? Oui. Donc il y a plus de 50 ans de cela. Plus de 50 ans de cela parce que les dirigeants de l'église, ou bien l'église tout entière, n'a pas eu accès aux préparatifs pouvant nous amener au jubilé de 50 ans. Donc nous avons mis 5 ans de préparation pour préparer les 50 ans. 5 ans pour préparer le jubilé d'or, ça veut dire que la fête sera vraiment grandiose. Très, très, très grandiose. Et qu'est-ce qui sera au menu de cette fête, de ces 50 ans? Bien, et nous avons dans nos programmes beaucoup de choses à savoir. Nous avons un programme spécial pour les 2 semaines qui devancent le jour J, c'est-à-dire le 10 novembre. Donc le 10 novembre sera le grand jour, oui. l'apothéose. Bon, exemple, vendredi 25 octobre, il y aura la veillée de prière du cinquantenaire. Samedi 26, et il y aura la paroisse propre, première partie. 27, dimanche, culte d'ouverture du cinquantenaire, dans lequel il y aura la vente de charité. Et le soir de ce 27, il y aura la danse chorégraphique par nos enfants, c'est-à-dire les petits enfants de la paroisse. Les enfants qui constituent en fait l'avenir de cette église. Voilà. Et mercredi 30 octobre, il y aura l'étude sur la fondation
sur le fondement biblique du cinquantenaire, suivi de thèmes du cinquantenaire, Psaume 126, verset 3, qui dit que Dieu nous a fait de grandes choses, c'est pourquoi nous sommes joyeux, donc contents. C'est une célébration qui va lancer même la fête. Voilà. Et vendredi 1er novembre, c'est-à-dire la semaine de la fête même, il y aura un grand concert spirituel des internes, c'est-à-dire toutes les chorales de la paroisse et les chorales sœurs du village, c'est-à-dire des autres églises, seront à la scène. Donc ce sera un concert œcuménique, yes. Concert au cours duquel on verra aussi bien les chorales de l'église évangélique, mais également les chorales des églises sœurs de Hauteux. Voilà. Et le 3, dimanche le 3, d'abord samedi le 2, il y aura la prière matinale, suivie des jeux et sports. Paroisse propre, deuxième partie, culte ordinaire, prière de pardon, prière de réconciliation entre les fidèles de la paroisse. Voilà. Et mercredi le 6, il y aura historique de la paroisse même, meublé d'un sketch relatif à la chose. Samedi le 9, il y aura un méga concert. Maintenant, meublé par les chorales internes, les chorales sœurs du village et les chorales invitées d'autres paroisses d'ailleurs. Et maintenant, le soir, il y aura les groupes musicaux, les prestations des groupes musicaux. Et maintenant, le dimanche 10 novembre sera l'apothéose de la chose, toute la journée. Toute la journée, donc Hauteux sera en fête. Et comme on a déjà compris, la fête sera partagée avec les autres congrégations religieuses, notamment chrétiennes. Donc, rendez-vous pris pour le dimanche 10 novembre à Hauteux. Ce ne sera pas facile. Et pour l'occasion, vous avez pensé à un pagne spécial jubilé d'or de l'église évangélique à Hauteux. Justement, on a commandé un pagne spécial pour l'événement. Et bon, c'est déjà mis en vente. Et les points de vente sont à Hauteux, chez Mademoiselle Adika Noueli, sur la paroisse, chez la catéchiste, Radio Efata, EEPT Nyekonakwe, EEPT Chevier Afegame, EEPT à Koresewa, à Véji et plusieurs lieux de... Donc ce pagne à l'effigie de l'église évangélique presbytérienne paroisse Bethesda de Hauteux, pagne que vous pouvez trouver un peu partout. Saskaou se fait l'ambassadeur pour vous aider à trouver ce pagne-là pour que la fête soit colorée, soit riche et vraiment inclusive. Didier Asogba, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Voilà l'église évangélique presbytérienne de Hauteux qui dépêche un envoyé spécial pour vous inviter personnellement au jubilé d'or avec l'apothéose le dimanche 10 novembre prochain. C'est un honneur de recevoir cette invitation. Nous allons nous organiser pour pouvoir être là parce que quand on parle de jubilé d'or dans la vie d'une structure, d'une organisation, fût-elle religieuse, c'est une grande aventure, hein, c'est pas donné. 50 ans dans la vie d'une église, surtout, c'est beaucoup d'histoire et ce serait intéressant d'aller suivre
les pas de cette église-là, peut-être pourra nous inspirer sur d'autres projets qu'on aura à faire prochainement. Et vous viendrez vous associer à notre jubilé à Hauteux, et quand ce sera l'occasion à Couvé, nous serons encore très nombreux à quitter Hauteux pour être à vos côtés. Évidemment, ce sera cet aspect-là de solidarité qu'on souhaite toujours entre les communautés, entre les congrégations religieuses, entre les sociétés, entre les différentes couches sociales de la population. C'est une bonne cause. Merci. Donc Mako qui est à nos côtés, peut-être que vous voudrez en savoir davantage. Eh bien, à partir de 12h, nous ouvrons l'antenne sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. C'est le premier sujet sur lequel vous êtes invité à intervenir dans le club de la presse lorsqu'il sonnera midi. Eh bien Didier, nous découvrons maintenant la pensée du jour. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste français Coluche. Didier, c'est vrai qu'il est mort en 86, vous n'étiez pas né. J'étais pas né en 86, donc ce sera vraiment difficile de connaître et de m'intéresser à cet artiste. Bien, Coluche, c'était un humoriste de très grand talent. Eh bien, il a écrit que la liberté est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. La liberté est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. Pour dire que si vous retrouvez la liberté quelque part, faites-nous signe, Didier. Oui, évidemment, ce qu'il dit, c'est éminemment philosophique, c'est beaucoup de sens. Comme de la même façon, tout ce que nous disons ici, ça part et nous ne pourrons jamais les rattraper. Ça va faire le tour du monde, que ce soit en bien ou en mal. Et la liberté, ce mot a été inventé et on connaît le concept de la liberté aujourd'hui. On est toujours à sa recherche, même les peuples où on imaginait qu'il y a la liberté, continuer de chercher cette liberté-là. La preuve en France, pays de démocratie, grande civilisation, il y a toujours des manifestations un peu partout, chaque week-end presque, où avec le phénomène gilet jaune, où ils luttent toujours, où ils disent être en train de lutter toujours pour acquérir leur liberté. Donc ça veut dire que la liberté, c'est un mot qu'on lâche et on est toujours à sa recherche et c'est difficile d'avoir une liberté ou du moins une liberté absolue. La liberté est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. Eh bien, de la liberté aux manifestations, d'aucuns verraient ou ne verraient pas un rapport, mais toujours est-il que les manifestations se conjuguent encore au présent. Allez en Égypte, allez en Irak, allez à Hong Kong, revenez en France, un peu partout, les gens manifestent pour exprimer leur mécontentement. Les manifestations qui sont également au centre d'une polémique dans notre pays. Vous vous rappelez que dernièrement, l'Assemblée nationale a procédé à une modification de la fameuse loi Bodjona. Cette modification qui continue à se faire parler d'elle. Récemment, c'était les rapporteurs spéciaux du système des Nations Unies en matière de droits de l'homme qui ont demandé que le Togo procède à une relecture de cette loi-là, les Nations Unies qui se disaient ne pas être d'accord avec certaines restrictions. Et hier, le ministre Gilbert Bawara, porte-parole de fait du gouvernement, était dans une émission sur la télévision sœur New World Forum. Et Bawara s'est prononcé sur cet aspect, Didier. Oui, on a su de près ce feuilleton depuis le début. Vous savez, la presse togolaise, on peut la traiter de tous les noms, mais essaie quand même de jouer son rôle. On se rappelle à l'issue ou avant même cette modification là, la presse avait alerté, avait fait remarquer aux autorités qu'il n'y avait pas en réalité urgence, opportunité à procéder à cette modification. Mais bon, ça a été déjà fait. À l'Assemblée nationale presque, ça avait été déjà fait. Et les commentaires ont été de telle sorte que les autorités ont justifié les modifications et les inputs introduits dans cette loi-là, la nouvelle version donc que des gens appellent loi Boukwesi, même si c'est pas le cas. L'ONU également s'est mêlée à la danse après avoir eu ces informations-là et a fait quelques observations et des remarques aux autorités, a recommandé
que on fasse une nouvelle relecture de la loi. Mais le ministre, comme vous l'avez dit, reçu hier dans l'émission New World Forum sur la télévision New World TV, c'est étalé sur le sujet. Il a clairement expliqué que l'ONU n'a pas raison, que le gouvernement togolais et les Togolais sont les seuls habilités à pouvoir décider de quelle manière il fallait faire les lois, et il a expliqué que cette loi-là a été, sa nouvelle version a été adoptée sur la base de l'expérience que le gouvernement togolais a eu, de la pratique qu'il y a eu durant la période de la crise que le Togo a connue, à partir du 19 août 2017 jusqu'à une période récente. C'est la pratique qui a été faite par le gouvernement togolais qui est transposée dans cette loi-là pour, dit-on, prévenir le territoire national contre les éventualités dans un contexte, dit le ministre, de terrorisme dans la sous-région. Il va falloir préserver le territoire national togolais pour que il n'y ait pas d'éventualité. Quand on lui posait la question de savoir est-ce qu'il y avait une corrélation entre terrorisme et manifestation publique, il avait dit que le gouvernement togolais a décidé de prévenir les éventualités, et donc que les manifestations ont causé tellement de dégâts économiques et tout, et que le taux de croissance du Togo en a pris un coup, et qu'il va falloir prévenir tout ça, et qu'il ne devrait pas y avoir de manifestations sur les voies nationales, aux abords des centres économiques, pour ne pas dire des marchés. Merci. Donc Gilbert Bahara qui a été clair hier avec son style. Il n'y aura pas de relecture de cette loi. Et plus loin, Gilbert Bahara qui dit, citation, « Nous sommes mieux placés en tant que gouvernement et en tant que Togolais pour savoir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la sécurité et de la paix et de la stabilité au Togo. » Et pour justifier sa position et la position du gouvernement togolais en la matière, Didier, Gilbert Bahara rappelait que en France, les libertés de manifestation connaissent quelques restrictions. Il a également évoqué le cas du Sénégal, où c'est par un décret pris en Conseil des ministres que le gouvernement sénégalais a restreint certaines, ou bien a redéfini certaines restrictions, pour dire que, voilà, il a été clair hier, il n'y aura pas de relecture. Oui, Gilbert Bahara, vous connaissez son style. Il dit, ancien fonctionnaire de l'ONU, il dit que le Togo n'a pas vraiment de leçons à recevoir de qui que ce soit, véritablement, quand on parle de droits de l'homme. Il a, voilà, le cas de la France, il a décrit les conditions dans lesquelles les manifestations se déroulent, avec des bouclages des zones par des forces de l'ordre, de sécurité, quelquefois de défense. Et ce décret l'a pris au Sénégal par le président Abdoulaye Wade en son temps, et il n'est pas facile d'attaquer un décret, a-t-il dit, mais une loi, il y avait des discussions à l'Assemblée nationale avant son adoption, et cette loi-là pourrait éventuellement être retouchée, pas cette fois, mais peut-être à l'avenir. Donc Bahara pense que le Togo n'est pas le pays où on viole constamment les droits de l'homme, où on empêche les gens de manifester, mais que le gouvernement également a tiré leçon de tout ce qui s'est passé dernièrement. Eh bien, la sortie de Gilbert Bahara sur ce sujet, comme d'autres points, anime beaucoup de débats sur la toile. Et également, la sortie de Bahara a inspiré également notre confrère Firmin Tekou-Abo une chronique sur laquelle les gens débattent également avec loisir sur les réseaux sociaux. Mais nous mettons 30 de suspension là, Didier, et nous venons à deux vues et constatées. Vous savez que nous enregistrons beaucoup de pluie actuellement, et les arbres sont heureux parce que quand il pleut, les arbres poussent des branches. Sauf que ce phénomène nous cause des soucis au feu tricolore. Je ne sais pas si aller à Didogomé et revenez dans la basse ville. Alors, vous aurez remarqué qu'au niveau des feux tricolores au carrefour à Védji, tout comme au feu tricolore également à Tikoumé, au niveau du passage à niveau entre les véhicules et le train, également à l'hôtel Todman. Alors vous remarquez à ces niveaux que des branches d'arbres vous cachent les feux tricolores. Donc vous ne voyez pas si le feu est vert, est jaune ou rouge.
c'est arrivé juste là où vous laissez surprendre. Nous avons évoqué ces cas de Avenu, Atikoumé ou bien Todman, mais sûrement qu'il y a d'autres endroits où les branches d'arbres cachent le feu tricolore. Bon, Didier, voilà le constat. Mais comme les nouveaux maires ne sont pas encore élus, est-ce qu'il faut rapporter cette question-là au président sortant des délégations spéciales? Non, ils sont en fin de mandat, même si on voit des travaux en cours. Les vues et constatés, ces faits-là sont des faits, des choses ponctuelles à régler. Et je pense que dès leur prise de fonction, les nouveaux maires doivent pouvoir instruire leurs services à décoiffer un peu ces arbres-là sur les voies et qui cachent surtout pourquoi pas les couper, juste pas couper tous les arbres, mais les arbres identifiés comme étant en train d'empêcher la visibilité des feux rouges, on peut les décoiffer ou soit carrément couper ces arbres-là pour que le conducteur qui verrait de loin puisse apercevoir le feu rouge et savoir quoi faire. Merci. Dans la Bible, il est écrit qu'on n'allume pas un feu pour le cacher sur un boisseau. Eh bien, nous n'allons pas mettre nos feux tricolores, les feux tricolores pour les cacher par des branches d'arbres, que celles et ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent et qu'il aille nous rendre les feux de niveau visible de loin. Alors, ces feux-là, nous parlons de ces feux tricolores qui sont cachés, mais il y en a d'autres qui sont bien visibles, mais que nous, les usagers de la route, nous nous permettons allègrement de ne pas respecter. Cela inspire cet article au magazine Social Info qui nous parle de civisme, que le non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation de la circulation, c'est également un sport favori. Voilà, Didier, nous parlons beaucoup d'accidents, mais les feux tricolores, nous les violons à règlement ou nous ne les respectons pas. Maintenant, les autres signalisations, à savoir les panneaux qui sont installés aux abords des rues, les signalisations verticales, on ne les respecte pas. Les signalisations horizontales, les traits sur la voie non plus, on ne les respecte pas. Didier. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble, ça repose véritablement sur ce débat-là de connaissance du code de la route. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours soutenu que cette loi-là, ce code-là est tellement vaste qu'il va falloir commencer à l'enseigner dans nos écoles. À l'enseigner même à partir déjà du cours primaire pour que le Togolais et le citoyen togolais qui est devenu majeur pour commencer par emprunter la voie publique sache à quoi s'en tenir. Même le piéton est appelé à maîtriser le code de la route pour savoir quand est-ce qu'il faut traverser la voie et quand est-ce qu'il ne faut pas traverser la voie. Et vous voyez des fois des piétons qui font comme au milieu de la route, comme s'ils étaient dans leur salon. Et voilà, tout ça c'est un ensemble. Vous avez parlé de signalisation horizontale, de signalisation verticale et de signalisation des feux. Donc, ça sonne pour des gens comme étrange. Pour ceux qui n'ont pas flirté avec le code, c'est vraiment étrange pour eux. C'est quoi le vertical? C'est quoi l'horizontal? C'est quoi la signalisation lumineuse? Il va falloir leur expliquer que les traits qu'on voit là, ce n'est pas tracé comme ça par quelqu'un, parce que ces traits-là parlent de quelque chose, il va falloir respecter. Et quand on voit les panneaux, qu'est-ce que le panneau dit? Vous voyez des gens qui voient les panneaux, mais ça ne leur dit absolument rien, parce qu'ils maîtrisent pas, ils savent pas. Donc, l'initiative du gouvernement de faire à tout le monde le permis de conduire, d'accord, mais ce qu'on fait là sur le tas, moi je pense que c'est contre-productif dans une certaine mesure, parce que si l'individu ne maîtrise pas vraiment le code de la route, oui, il sait conduire, oui, il a le permis, mais s'il y va, il dépasse les traits, il dépasse les panneaux, il dépasse le feu rouge même. Des fois, il vous insulte, vous qui vous arrêtez au feu rouge, comme si vous n'êtes pas intelligent. Il vous insulte, mais que c'est rien à faire. Ouais, que c'est orange et que toi tu as tout le temps à faire sur la route. Donc eux ils sont pressés. Donc véritablement, il va falloir que les autorités du secteur de l'éducation, conjuguées avec le ministère de la sécurité, cherche à faire des modules dans les écoles pour que les citoyens togolais maîtrisent le code de la route dans tous ses détails. Merci Didier. Maintenant, de vous à moi, vous êtes dans la circulation, vous êtes à pied,
à vélo, à moto ou bien en voiture et vous êtes pris par une quinte de tout. Alors vous faites comment, Didier? Si c'est dans la voiture, vous devez chercher à vous gérez, vous déposez dans votre voiture. Après, si vous arrivez à destination, vous faites dégager ça. Sur la moto, je ne sais véritablement pas comment on peut procéder, mais si on a un papier mouchoir sur soi, c'est vite géré. Sur vélo également, si on a un papier mouchoir, c'est vite géré. Maintenant, quand on est piéton, il va falloir garder son mal en patience. Vous traversez, vous arrivez à l'autre bord. Donc si vous êtes pris par une quinte de tout, hein. Vous demandez à la tout d'attendre. Non, vous pouvez tousser, mais si le crachat, en fait, ce que je voulais qu'on imagine, ce que je cherchais à éviter, c'est que si après avoir touché, il faut relâcher le crachat sur la voie, sur le visage des autres comme ça. Non, vous toussez, mais gardez le crachat, vous traversez la voie et après vous vous mettez à l'aise de l'autre côté. Didier, vous êtes vraiment très intelligent parce que le magazine Focus, plutôt Social Info, nous parle de cet acte d'incivisme qui consiste à cracher en pleine circulation. Alors vous voyez des gens, ils sont à pied, ils sont à vélo, ils sont à moto ou bien dans leur voiture, surtout ceux qui sont en voiture. Ils sortent un peu de la tête, et puis ils crachent, sans oublier qu'il y a des gens qui viennent dans les deux sens. Et bien cracher comme ça dans la rue, c'est un acte hautement incivique, comme uriner dans la rue, comme faire ses besoins un peu partout dans la rue aussi, surtout en cette saison de pluie. Didier? Oui, c'est tout un ensemble. Je pense qu'on devrait avoir des polices municipales vraiment actives à partir du moment où les nouveaux maires doivent prendre fonction. La police municipale doit être active et également les services d'hygiène. Parce que je crois qu'on a un ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et le service d'hygiène doit reprendre véritablement service pour que les amendes allant dans ce sens-là puissent commencer à être une réalité. Parce que sans qu'on ne commence par sévir dans ce sens-là, les comportements vont continuer et comme ça on va continuer à en parler et ça ne va jamais finir. Lomé est une grande ville, Lomé est une ville en modernisation et il y a des choses que nous devons véritablement éviter. Uriner, sortir et uriner dans les caniveaux comme ça au vu au sud de tout le monde ou se mettre à côté. Vous voyez des émigrants, ils arrivent. Il n'y a pas que les émigrants. Oui, non, même des gens arrêtent leur voiture, ils se mettent à bord de leur voiture, ils sortent leurs zizi et puis ils urinent comme ça allègrement. Oui, des gens qui garent simplement et qui, dès qu'ils voient une buisson, une petite brousse là, ils garent leurs engins, ils descendent, ils vont là-bas, ils s'accroupissent et puis ils font leurs besoins, ils se mettent à l'aise. Ça n'a pas de sens. Nous sommes à Lomé, il va falloir que nous cultivons, nous ayons le sens du respect de l'autre qui nous voit en train de faire ça, ce n'est pas bien quand même en public et il va falloir que les autorités prennent leurs dispositions pour que le service d'hygiène soit vraiment actif et que les polices municipales également, nous en avons plusieurs municipalités à Lomé, enfin dans le Grand Lomé actuellement, pour que si ces polices-là se mettent au service, je pense que ces faits et gestes condamnables peuvent être éradiqués d'ici à quelques mois. Merci. Donc c'est hautement incivique de cracher, qu'on soit à pied, à vélo, à moto ou bien en voiture, seul ou avec d'autres personnes. Que dire encore de ceux qui urinent un peu partout ou bien qui font d'autres besoins solides. Mais ça c'est dans la circulation et dans la ville. Mais Mako, vous êtes de l'église de Hautoué, vous préparez vos 50 ans. Je présume que vous allez rendre votre église très belle pour la fête. Alors, qu'est-ce que vous enseignez aux petits-enfants au cours du catéchisme, à savoir là où il faut cracher, là où il faut faire ses besoins? Mako, dites-nous. C'est juste là où nous allons en venir. D'abord, lorsque nous préparons les 50 ans d'existence de la paroisse Bethesda, nous avons le devoir de rendre la partie propre, non seulement pour salcler les alentours, le balayer, mais nous sommes au moment de la pluie. Tout ce que le ruissellement peut amener dans la paroisse, on doit
toujours les dégager, rendre la paroisse propre et enseigner les petits-enfants de ne pas cracher n'importe où. Voilà, apprenez à rendre vos alentours propres. Mais nous serons nombreux à venir à la fête. Didier Assogba va venir comme beaucoup de personnes. Alors, on ne va pas uriner un peu partout. Alors, il faudra aménager des lieux où on pourra faire le besoin. Les lieux sont déjà aménagés. Tout est prêt pour démarrer. C'est vous qui le dites. Hein? Je le dis et je l'assure. Merci beaucoup, mais revenons à la saison toujours de la pluie, dans ce phénomène-là de dérèglement climatique. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a dû avoir un empêchement. C'est le doyen Lucien Dossou-Messan, dont le journal paraît quand même. Et Lucien revient sur un sujet préoccupant de l'heure. Constat d'échec, écrit le combat du peuple, les inondations et leurs conséquences dramatiques, le gouvernement face à un problème récurrent. Didier, même toute l'émission ne nous suffirait pas pour énumérer tous les coins de Lomé qui ont les pieds et les maisons dans l'eau actuellement. C'est vraiment un sujet crucial, un sujet de société. J'ai cru comprendre au détour d'une discussion que ça préoccupe au plus haut niveau certaines autorités qui voient leurs concitoyens, leurs proches être inondés dans des quartiers. Vous voyez, ça n'épargne personne. Vous voyez à Goé, à Vedi, à Didogomé, Nukafu, Witi, à Dakpame, un peu partout, à Bé, Zanguera, un peu partout, Zanguera, chez nous près ici, la Badago, un peu partout, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation. Lomé est une ville, c'est pas une ville des rivières quand même, mais on a la lagune, on a la mer, et on a quand même, c'est pratiquement une ville un peu basse, à plusieurs endroits. Et les constructions se faisant, la pluie cherche toujours le passage, cherche toujours l'endroit se reposer. Les eaux de ruissellement cherchent toujours là où se reposer. Et vous avez beau essayer de trouver des solutions, ce problème-là continue et continue. Mais il va falloir véritablement qu'on fasse, on va dire, un examen de tous les travaux qui ont été faits dans ce sens pour lutter contre l'inondation à Lomé dernièrement, soit avec le projet Purise financé par la Banque mondiale ou d'autres projets qui ont permis de faire des bassins de rétention, des bassins de rétention, des canalisations, des tuyaux de canalisation et tout ça qui ont permis quelque temps de lutter contre le phénomène. Mais vous voyez, on est dans une saison où la pluie tombe de façon inattendue et même, on va dire, c'est des averses actuellement sur Lomé. Et ces bassins de rétention, ces canaux-là, ces tuyaux de canalisation-là sont débordés. Et imaginez, ce sont des ouvrages qui ne sont pas curés depuis longtemps. Et le temps qu'ils prennent un peu d'eau de ruissellement, ils sont remplis et le reste est débordé dans des maisons. Donc en attendant, en même temps que nous invitons les autorités à faire des travaux de curage et d'examen de ces ouvrages, il va falloir continuer et à monter d'autres projets au niveau gouvernemental pour que on examine à côté des travaux qui avaient été déjà faits, qu'on continue de faire d'autres travaux dans la périphérie et tout ça. Quand on parle d'Agoé et tout ça, c'est pas véritablement Lomé, c'est dans la périphérie. J'ai cru comprendre, il y a une préfecture là-bas à Agoé. Et donc il va falloir faire là-bas pour drainer l'eau vers d'autres endroits pour que les bassins qui sont au niveau de Lomé ici, qui donnent pour la plupart sur la lagune et sur la mer, puissent être un peu soulagés et qu'on draine les eaux de ruissellement vers d'autres endroits. Mais c'est vraiment difficile parce que pendant ce temps, nous faisons la théorie ici, les populations ont les pieds dans l'eau. Des gens ont même leur natte dans l'eau actuellement et ils ne savent pas où donner la tête, où dormir. C'est véritablement compliqué. Les autorités, le ministère de l'Action sociale, on a un département comme ça qui doit commencer
à assister des gens en ce moment-là pour que, je sais pas, on n'a pas encore, on nous a parlé longtemps des logements sociaux, mais on n'a pas encore la réalité sur le terrain des logements sociaux, mais le gouvernement doit pouvoir assister les Togolais qui n'ont pas actuellement là où dormir parce que chassés de leur maison, chassés de leur chambre par les eaux de ruissellement, parce que il en va de l'intérêt de nos autorités, parce que si les citoyens chopent, le ministère de la Santé avait alerté des risques de choléra, d'autres maladies hydriques, maladies diarrhéiques. Voilà, en cette saison, il va falloir rapidement apporter assistance à ceux qui sont dans ce problème-là, pour ne pas que ça donne sur d'autres épidémies à gérer à l'issue de la saison, parce que la météo avait déjà alerté, a prévenu que ça va continuer jusqu'à mi-novembre. Et c'est pas facile pour des gens qui ont déjà leur maison inondée, qui sont appelés à sortir pour aller rester on ne sait où. Le gouvernement doit commencer à les assister. Et en même temps, il faut saisir l'occasion pour dire à nos pères, à nos frères, à nos sœurs qui achètent des lopins de terrain dans des endroits véritablement pas conseillés, dans les lits des cours d'eau, la basse vallée de Zio, pratiquement tout le monde veut être là-bas, alors que quand il pleut, vous voyez, vous dépassez le pont, enfin ce qu'on appelle l'échangeur de Kégué, le contournement. Bon, voilà. Vous dépassez là-bas. Et s'il pleut, vous ne pouvez pas continuer sur Diaglé. Là-bas, il n'y a pas besoin de pluie. Voilà. Je donne cet exemple parce que s'il pleut, vous voulez aller à Diaglé. S'il pleut, vous ne pouvez pas, vous prenez le risque d'emprunter cette route-là. Si vous êtes à moto, vous êtes renversé. C'est que la force de cette eau-là qui part de l'autre côté vers ici et qui submerge la voie en pleine construction, c'est inimaginable de voir que les gens sont là-bas et les gens ont acheté là-bas, continuent d'acheter pour construire. Après, c'est nous, on va alerter le gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas faire de la magie quand même. Si des gens décident de construire eux-mêmes dans des zones inondables, c'est pas bien. Mais en même temps, il faut que l'autorité également fasse le suivi pour ne pas laisser les populations causer faire l'irréparable avant de chercher à dire on avait prévenu des gens ou on ne peut pas. Il faut pas laisser des gens construire dans des zones où on sait que c'est pas praticable et que l'État doit jouer la police dans l'anticipation en même temps que nous sensibilisons. Vous parliez tantôt du besoin de drainer les eaux dans des quartiers. Vous parliez à Goué. Alors le samedi, j'allais à Tchévier. Alors, guidé par un instinct peut-être professionnel, j'ai regardé à droite sur le site qui doit abriter notre grand hôpital Saint-Pérégrin. Oui. Didier, vous avez vu à quoi ressemble le site actuellement? Je ne veux pas en parler parce que c'est compliqué. N'en parlez pas parce c'est vraiment que c'est compliqué, plutôt ça. Un marécage. Ouais. Et du coup, mes pensées sont allées à ceux qui habitent les quartiers Agoué Zongo, Kotokoli Zongo, notamment derrière le Golf Club. C'est des zones qui sont toujours humides, même en saison sèche. Qu'est-ce qui doit en être actuellement? En tout cas, merci à le combat du peuple qui rappelle ce besoin d'assistance de l'État, les inondations, leurs conséquences dramatiques, le gouvernement face à un problème récurrent. Mais tout porte à croire que c'est pas seulement le Lomé qui est en phase à ce problème, parce que Nouvelle Opinion nous écrit ce matin que Lomé, bien sûr, mais aussi nos villes voisines d'Accra et Cotonou se trouvent également envahies par l'eau, par cette saison. Et je reviens à Social Info qui écrit que nous nous plaignons aussi au Togo, mais aucun pays n'échappe aux graves répercussions du changement climatique. Nous avons peur au Togo, mais beaucoup d'autres régions de l'Afrique et du globe ont des raisons d'avoir peur. Lucien, bonjour. Bonjour, j'ai été appelé à un cas force majeure, je suis là quand même. Je voudrais dire un mot sur le débat qui est en cours s'agissant des histoires de zones inondables, tout ça. Ce débat-là pose un problème de fond à l'État. C'est très sérieux parce que on sait que même en Allemagne, en Amérique, partout, quand les catastrophes naturelles arrivent, on ne peut rien. Mais il faut faire un minimum. Le minimum, ça commence chez nous par
la redéfinition, parce que nous avons maintenant, c'est la propriété privée qui prévaut au Togo. C'est à partir de ce moment-là que celui qui est propriétaire du terrain, dans une zone inondable, il doit comprendre qu'il ne peut pas le vendre. S'il y a une loi qui lui est interdit de vendre quelque chose qui, tôt ou tard, va créer des problèmes à celui qui veut l'acheter, ce serait un premier début. Parce que moi, j'ai vu les gens qui vont bâtir ou construire dans les lits de fleuve. Et pourquoi ils le font? Parce que le propriétaire dit, oh, donnez-moi un peu là, un peu d'argent, ça ne fait rien. Donc, l'État doit commencer à régler cette histoire à partir de là, le droit de propriété, puisque l'État n'est pas propriétaire au Togo. Et pour que les propriétaires aussi comprennent leur obligation de ne pas vendre n'importe quel terrain situé n'importe où. Maintenant, en ce qui concerne les inondations un peu partout dans le monde, et en Afrique, les autorités doivent comprendre que le problème de l'urbanisation est un travail de longue haleine, de constante vigilance. C'est-à-dire qu'il faut toujours élargir les caniveaux, il faut toujours en faire d'autres, ainsi de suite, quoi. Puisque autrement, on croit qu'on arrive au bout de sa peine, et puis, cette année, par exemple, nous avons vu la petite saison des pluies, c'est plus fort que la grande saison. Donc, personne ne peut prévoir ça. Même là où l'eau n'allait pas, l'eau a atteint ça. Merci. Mais il faut que face à cette situation, il faut que gouverner, c'est prévoir. Merci. Ça doit toujours être le développement, l'urbanisation, l'assainissement doit être à la première garde de leur préoccupation. Merci, on va finir cela parce que nous avons déjà dit, Didier, en cette saison de pluie où tout le sol de Lomé est humide, alors encore une fois, uriner partout, déféquer partout, attention, ça peut concourir à aggraver le phénomène des maladies diarrhéiques. Encore l'occasion de rappeler cette exhortation du ministre de la Santé qui nous rappelait entre-temps, en ces temps-là, il faut savoir où on mange, ce qu'on mange, de toute façon, bien laver les mains avec du savon ou avec la cendre au village. Et ces messages vont surtout à l'endroit de nos enfants qui vont à l'école. Il faut que les enfants apprennent qu'il faut bien se laver les mains avant de manger. Et si possible, préférer les aliments chauds. Oui, de toute façon, on peut pas être dans le froid et continuer à manger des choses froides. Il va falloir véritablement être prudent, extrêmement prudent sur ce qu'on mange, ce qu'on propose à manger actuellement. Et la question des inondations est une question vraiment cruciale. Sauf que moi, j'aime pas faire des comparaisons quand il s'agit de problèmes que nous devons régler ici chez nous. C'est trop facile de dire qu'à Paris il y a inondation. Ce n'est pas ce n'est pas de la même ampleur et les moyens dont disposent les gens de Paris pour régler ça, nous n'avons pas ces moyens. Et donc nous commençons par alerter les autorités et appelons-les, comme le doyen le dit, à commencer par prévoir d'autres travaux pour éviter le problème au fur et à mesure qu'on le rencontre. C'est mieux que de dire qu'à New York, voilà les images, il y a inondation. Non. Merci. Maintenant, après toutes ces questions de proximité, nous abordons les questions politiques avec le rappel du 5 octobre 1990. Il y a 29 ans de cela, Didier, vous étiez dans la rue 5 octobre 1990? Non, impossible. Vous étiez plutôt sur les genoux de votre maman. Impossible. Non, je marchais déjà en ce moment, mais c'est impossible d'être dans les rues. Eh bien, donc, c'est le confrère Courrier de la République qui nous rappelle cela. 5 octobre 90, 5 octobre 2019. Courrier y trouve 29 ans d'occasion manquée. Tchakala n'est pas là lui-même pour nous commenter cet article, mais il disait, Lucien plutôt Diossou Vincent, vous avez vu le 5 octobre 1990, 29 ans après, qu'est-ce que vous allez nous dire en 2-3 phrases? J'étais là, j'ai vu ça. Oui, 29 ans après aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous en dites? Non, je commence pas à me poser la question de savoir si le 5 octobre peut être considéré comme une date historique. Parce que si ce n'est pas un mauvais départ,
5 octobre était un événement. Mauvais départ ou bon départ, mais il est convenu de dire que c'est à partir du 5 octobre 90, date symbolique, que les Togolais ont amorcé leur marche pour plus de liberté, plus de démocratie et plus de droits de l'homme. Ça, toi-même, tu étais là, tu as vécu ce qui s'est passé. Tu étais là le jour-là. C'était un vendredi. Bon, tu as vu tout. J'ai vu une partie. Je considère ce genre de situation révolutionnaire comme des événements ponctuels. Parce qu'en ce moment-là, personne, quand vous parlez de Togolais, vous parlez de quel Togolais? Personne ne peut s'imaginer qu'on peut se soulever à Lomé. Et les gens n'ont même pas marché. On a vu un mouvement souterrain qui a fait surface et d'un seul coup qui a tout dévasté. Les commissariats, tout a été balayé d'ici jusqu'à partout. Ce n'est pas quelque chose d'organisé. C'était quelque chose, nous connaissons ceux qui en sont les auteurs, c'est quelque chose qui a été organisé pendant longtemps, bien ficelé, le jour du jugement de Logo Doglo, et puis le jour-là, ben moi, on était pris dans les taux. Mais le problème est que ceux qui ont imaginé cela n'ont pas de suite dans les idées pour que ça devienne un moment, une date historique qui s'impose aujourd'hui et dont nous devons être fiers. Après cela, nous sommes tombés dans un vide. Premier vide, on ne sait pas celui qui a organisé le mouvement. Le leadership faisait défaut. C'est là où maintenant il y a eu des bricolages, phares. Oui, dans ce sens-là, la CDPA a sorti un communiqué, je crois le samedi, pour revendiquer un peu la paternité de ce mouvement, parce que la CDPA écrivait que Doglo Agbelengo et le Godoussouvi étaient deux de leurs jeunes militants qui distribuaient des tracts. Qui m'obligeait, et ça qui m'oblige à te parler, clairement. Nous sommes à l'antenne. Tout le monde sait que c'est le professeur Ninevi qui a organisé tout. Depuis l'université jusqu'à son niveau. Même la CDP a été même un parti clandestin. Clandestin à l'époque. Bon, mais je te dis que tout le monde sait, mais Ninevi, excusez-moi, il n'a jamais été un responsable. C'est un sous-marin. C'est lorsqu'il est sous eau qu'il fonctionne bien, qu'il donne toute sa pleine mesure. Si vous l'amenez au soleil, c'est fini, il n'y a plus rien. Bon, pourquoi le jour-là, il n'a pas revendiqué? Pourquoi c'est Agboïbo qui, finalement, a mobilisé les avocats pour aller à la présidence? Pourquoi, depuis ce temps-là, une lutte impitoyable entre lui et Agboïbo? C'est-à-dire, après tout, il veut récupérer la paternité de la chose. Mais il ne l'a pas fait. En temps réel, s'il revendique aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin de revendiquer quelque chose qu'il a lui-même fait? S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'au début, il y a eu un manquement grave. Et c'est vrai que la révolution, c'est ceux qui prépare la révolution se cache. Sinon, on va te couper la tête. Mais après, une fois qu'on est arrivé à un moment donné, il aurait pu revendiquer cette paternité, même à la conférence nationale souveraine. Il n'a pas pu faire. Maintenant, aujourd'hui, quand on dit que la CDP, pour les jeunes, d'accord. Mais nous, on sait ce qui s'est passé. Merci. Nous ne le savons que trop. Le président Ninevi était un ami. J'allais toujours chez lui, on a discuté de tout. Ce qui s'est passé, je sais. Et c'est ça qui a fait que, je vais t'expliquer une chose. Je vais vous expliquer une chose. Quand finalement, de fil en aiguille, créé code 1, Ninevi n'était jamais content. Parce qu'ils croyaient que les gens qui viennent aujourd'hui sont des usurpateurs. Et quand ils ont finalement créé le Code 2, la présidente du Code 2 était tournante. Je crois que Agboïbo ou Kodjo, quelqu'un, ils ont assuré la présidence jusqu'à arriver au niveau de Ninevi. C'était tournante, c'est-à-dire la présidence durait 1 mois. Quand Ninevi a pris les rênes, 1 mois après, c'est l'UFC qui doit prendre faire le tour de l'UFC. Il a bloqué la présidence de Code 2 pendant tout le temps qu'il faut. Jusqu'à la grève générale illimitée. Tout ce qui était prévu, il a piétiné. Parce qu'il se disait, vous là, tout ce que vous faites, ça ne vaut rien. C'est moi qui suis je dois revendiquer la paternité de la révolution. C'est toute une page d'histoire qu'on ne finirait pas de dérouler ici. Mais juste dire que Ninevi a pris sa retraite politique et ne s'exprime plus beaucoup. Et je rappelle que... Il n'aime pas s'exprimer. Oui, c'est son fort. D'accord. Actuellement, il agit. Mais il ne s'exprime pas. Mais je me réfère à ce communiqué sorti par la CDPA à l'occasion du 5 octobre 2019 pour revendiquer la paternité de cette action-là. La CDPA qui disait que les jeunes Logo de suivi il est et Doglo Agbelengo étaient 2 de ces jeunes militants qui distribuaient ces tracts. Et Lucien l'a rappelé à cette occasion-là, c'était le jour du jugement, le vendredi 5 octobre, que spontanément les avocats conduits par leur bâtonnier à l'époque, un certain Joseph Kofigo, avaient voulu initier une marche sur la présidence de la République qui était en bord de mer.
Ils en ont été empêchés, mais ils ont sorti une déclaration et c'est le point de départ. Les avocats qui ont un tout nouveau bâtonnier, Maître Dogbe Avou, qui promet des innovations en faveur des collègues. Donc le barreau de Lomé a un nouveau bâtonnier, nous rappelle Togo Matin. Alors, Lucien l'a dit, le 5 octobre, d'aucuns avaient peut-être lu dans cet événement-là une révolution. La révolution qui se conjugue encore, ou bien qui voudrait encore se conjuguer au présent. Didier, vous rappelez le dernier message audio de Tikpi Achadam, le président du PNP. Eh bien, c'est un autre acteur politique qui réagit sur ce message de Tikpi. Lui, c'est Aimé Tchaboré Gogé, le président de Hadi, qui, dans une dernière sortie, disait, citation, « La révolution ne se décrète pas à l'avance ». C'était un peu la réponse de Gogé à Tikpi Achadam. Oui, sauf que c'était des collaborateurs il y a quelques mois, même si la collaboration... Des collègues. Bon, des partenaires. Des partenaires ou bien des alliés. Des partenaires, des alliés, il y a quelques mois. Oui, on connaît la logique de Tikpi Achadam. Et c'est en ce sens-là que on aurait pu croire que la C14 a été un marché de dupes pour plusieurs. Genre, Maître Abouebo a fini par l'avouer. Que la C14 a été un marché de dupes, parce que celui qui est, on va dire, presque à la source de la création de ce regroupement-là, avait une logique que les autres n'épousaient pas. Il avait une logique révolutionnaire. Tikpi Achadam, c'est de mettre rapidement Fondé Assingbe hors course, enlever ce régime-là, pour commencer à construire un Togo nouveau. Il a dit d'avoir la liberté d'abord, et après on peut pratiquer la démocratie. C'est sa logique. Les gens n'avaient pas compris beaucoup plus tôt. C'est maintenant qu'ils s'expriment en des termes plus clairs, des termes de révolution. Et ça, tout le monde comprend maintenant. Et ceux qui n'épousent pas cette thèse-là lui répondent également clairement que la révolution ne se décrète pas. Et c'est une vérité. S'il a tenté de travailler pendant longtemps pour arriver à ce qui s'est passé le 19 août 2017, je pense que si Tikpi Achadam croit toujours en ses moyens, il peut continuer à travailler plutôt que de chercher à emballer les autres dans sa logique, alors que nous sommes à quelques mois, si pour ne pas dire moins de 6 mois, l'élection présidentielle de 2020, où des gens comme le professeur Gogé se préparent à participer et d'autres encore se préparent à participer. Leur dire de ne pas y aller, que c'est la révolution qui est le meilleur moyen, c'est vite fait de répondre que la révolution ne se décrète pas à l'avance. Lucien, votre journal aussi vous intéressez au dernier message de Tikpi Achadam que vous liez avec la prochaine élection présidentielle, et vous écrivez Tikpi Achadam, un démon qui répand le fantasme et la peur. C'est vrai, Tikpi Achadam est un démon. On n'actualise pas une révolution. Comme vient de le dire si bien le monsieur Gogé, je vais vous donner 2 exemples précis. Prenez l'Algérie. Prenez le Soudan. Dis-moi, quels sont ceux qui ont provoqué cette révolution? La révolution, ceux qui sont en dessous, on ne les connaît jamais. Donc, quand Tikpi Achadam commence à dire, je parle au peuple togolais, levez-vous, chassez fort, il est pénalisable. On doit le foutre au nouf, en prison. C'est-à-dire que la Constitution interdit que lorsqu'un ordre constitutionnel établi est là, qu'on appelle à le renverser, on viole la loi. Moi, je suis partisan de changement, de l'alternance, comme tout un chacun. Mais je veux que ça soit fait dans la légalité, dans le calme et l'apaisement. Mais dire au peuple togolais de marcher pendant que toi-même tu as fui pour aller rester ailleurs, moi, c'est une chose. C'est ma conviction personnelle. Tikpi Achadam n'a pas 1% de chance de faire partir fort. Et personne ne peut le suivre actuellement parce qu'on l'a déjà suivi. Les gens l'ont déjà suivi avec les résultats que nous savons. Mais s'ils ne se connaissaient pas maintenant, les gens le connaissaient pas. Le tout n'est pas de crier. On ne fait pas partir un régime, un président de la République à coup de slogan. C'est trop facile. Donc, il doit se faire ce jeu. S'il fait ce jeu, il tombera sous le coup de la loi. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il n'était pas resté. Si par exemple, il dit au peuple de chasser fort, ok. Quel peuple va le chasser? Si on le chasse, mais qui prend le pouvoir? On va rester en l'air? Non, cessons de faire ce genre de blagues. Je sais
Je n'ai rien contre lui. Mais il a un comportement tellement anarchiste que ça me dégoûte. Voilà. Merci. Eh bien, si Tikri Yachadam appelle aux Togolais, appelle les Togolais à venir chasser Faure Gnassingbé, ou en tout cas à empêcher Faure Gnassingbé d'être éventuellement candidat à l'élection présidentielle 2020. Gilbert Bara n'est pas d'accord avec ce message. Gilbert Bara qui disait récemment encore sur New World TV, c'est en français facile, que Faure Gnassingbé sera candidat à la présidentielle 2020. Il a même ironisé que la présidentielle 2020, ça, Faure Gnassingbé, c'est comme si on demandait au Football Club Barcelone de jouer la Champions League sans un certain Lionel Messi. Oui, Gilbert Bara, vous voyez, il est dans son rôle. Oui, dans son rôle, il disait de façon terre à terre ce qu'il ne voulait pas dire, parce que mais qu'il a quand même dit jusqu'à la fin de l'émission, il ne voulait pas dire clairement, mais il a fini par dire. Pour ceux qui comprennent. C'est ça le génie des journalistes, amener l'invité finalement à cracher ce qu'il voulait retenir. Il faut savoir dire ce qu'on ne veut pas dire. Voilà, il a su dire ce qu'il voulait pas dire, ou il a fait quand même dire une partie de ce qu'il voulait dire aux journalistes, et il a fini par attester, disant que c'est une évidence que au parti Unir, le parti Unir, c'est comme le Football Club Barcelone qui aborde une compétition majeure comme la Champions League. Donc la Champions League ici, c'est la présidentielle au Togo en 2020, et pour un match décisif comme ça, laisser le meilleur joueur le ménager alors qu'il est en possession de sa pleine forme. Donc le meilleur joueur ici, on le connaît également. Il est en meilleure possession de ses formes. Le laisser sur le carreau, c'est criminel. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que pour ceux qui comprennent, c'est criminel que UNIR ne présente pas Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle de 2020. Mais c'est ce que Gilbert Bara a dit, et bien d'autres avant Gilbert Bara. Le ministre des Affaires étrangères récemment a dit qu'il ne voit pas pourquoi Faure Gnassingbé ne pas être candidat en 2020 pour poursuivre ce qu'il a déjà commencé. Mais le secrétaire exécutif de UNIR l'a dit à plusieurs reprises. Les jeunes UNIR le disent presque chaque week-end, et d'autres députés, ministres, cadres de UNIR qui écument les territoires tout le week-end le disent un peu partout. Et sauf que Faure Gnassingbé lui-même a dit il y a quelques mois, pendant qu'il était à Londres, que il se donne encore un temps de réflexion. Donc, attendons qu'il sorte de sa réflexion pour annoncer sa décision finale avant ou peut-être après le congrès d'investiture du parti UNIR. Moi, que Faure aille aux élections, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième mandat, ce n'est pas ça l'essentiel. Est-ce que tout cela c'est légal? Physiquement, est-ce qu'il répond? Est-ce que c'est légal? La loi permet qu'il le fasse. Si c'est légal, je ne sais pas où est le débat. Nous n'avons pas de débat sur des choses qui sont des choses légales. Les débats ici parlent de la légitimité. Donc, mais la légitimité, il a. C'est toi qui as la légitimité. Oui, non, s'il vous plaît. Contentons-nous des faits. Il a été élu. Donc, Tikri Yachadam n'a jamais été élu même député. Des personnalités, des structures, des associations, des mouvements qui se créent au jour le jour. Certains même disent qu'ils vont forcer Faure Gnassingbé à être candidat. La jeunesse du mouvement uni, et cela c'est Togo Matin qui l'écrit, qu'au mouvement des jeunes unis, la mobilisation sur tous les fronts, le mot d'ordre est déjà lancé. Ça c'est pour la jeunesse unie. Des associations parallèles pilotées par des partisans, des sympathisants de Faure Gnassingbé se mettent déjà en bataille. Maintenant, du côté de l'opposition, qu'est-ce qui se prépare? La fin de semaine dernière, rimée avec la rentrée politique du MPDD, le parti de Agboyome Kodjo. Didier, est-ce que Agboyome et son parti ont la solution pour la victoire éventuellement de l'opposition à la présidentielle 2020? De toute façon, le MPDD a esquissé, on va dire, une approche de solution
pour permettre, pour amener l'opposition à maximiser ses chances avant la présidentielle de 2020. Le parti d'Agbeyome Kodio a estimé que si l'opposition est divisée au premier tour déjà, c'est une façon d'offrir toute la chance aux candidats d'unir, de l'emporter par un coup KO, mais que également la candidature unique en tant que candidature unique pris comme ça n'est pas non plus la panacée, qu'il va falloir adjoindre à la candidature unique d'autres stratégies, d'autres approches de solutions qui permettraient de maximiser la chance de l'opposition, parce qu'il a dit, si on a une candidature unique et que le cadre électoral est resté comme tel et que ce candidat unique n'est pas porté par tout le monde dans le cadre d'un programme unique et des activités communes à toutes les entités qui devraient soutenir ce candidat-là, c'est peine perdue que de l'avoir. Et Agbeyome Kodio a proposé la mise en place rapide d'une cellule stratégique d'organisation de l'opposition pour la présidentielle de 2020. Est-ce que cet appel de l'ancien Premier ministre sera entendu? On attendra de voir. Mais Agbeyome Kodio a poursuivi le samedi après sa rentrée politique à Lomé. Il a poursuivi, il a fait faire une messe chez lui à Tokli, où il a imploré la bénédiction des anciens chefs d'État sur le Togo, et en a profité pour faire la paix avec Eyadema, ou du moins sa mémoire. Merci beaucoup. Alors, les candidats pour la présidentielle 2020, on vient d'avoir un nouveau nom et un nouveau visage. Il s'appelle Dr Christian Speaker. C'est un Togolais, juriste, notaire togolais, installé depuis des décennies en Allemagne. Il nourrit des ambitions d'être candidat pour la présidentielle 2020. Alors, il s'inscrit en faux contre l'idée d'un candidat unique de l'opposition. Il trouve plutôt qu'il faut se concentrer sur des questions essentielles, comme la refonte du fichier électoral, la composition de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle. Et si la candidature de Dr Speaker est avérée, la liste va s'allonger avec les Jean-Pierre Fabre, les Jerry Komandega Tama, Aimé Gogué, Dr Koda, et même Abbas Kaboua, qui a été investi il y a quelques jours dans son Badou dans son Dani d'adoption. Eh bien, le confrère Courrier de la République voit dans tout ça la grande foire de l'hypocrisie et le creuset de tous les profits. Eh bien, il est 12 heures, déjà passé de 3-4 minutes. Nous allons marquer un temps d'arrêt, souffler un peu, et nous nous ouvrons à vous sur les deux numéros que vous connaissez déjà. 93.5 Canal FM. Nous avons parlé aujourd'hui de la célébration le 10 novembre prochain en apothéose des 50 ans de l'église évangélique presbytérienne du Togo, avec notre invité Mako Agbogoudou, toujours avec nous. On a parlé également des désagréments de cette saison des pluies, des actes d'incivisme, et on a fini par la politique. À présent, la parole est à vous. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Rodrigue. Rodrigue. Depuis Agouakoshigan. Depuis Agouakoshigan. Nous vous écoutons. Merci. Je salue d'abord le plateau. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je donne vraiment, je vous salue là, autant que vous êtes vers là. Seulement, je voudrais juste lancer, comment on l'appelle, un message. À qui? À mon frère Jean-Pierre Fabre. Oui. Pour lui dire quoi? Qu'il n'a qu'à faire doucement. Pardon. Moi, je l'ai toujours dit, lorsque j'ai eu la chance d'intervenir au niveau de votre antenne, je l'ai toujours dit. Quand même. Il dit, on l'a accusé parce qu'il a voulu le marché. Faux. Même Dieu sait que non, il n'a rien fait. Non, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire à votre frère Jean-Pierre Fabre? Pour lui dire quoi? Pardon, bastard. Qu'il revient sur terre. Merci. 22 milliards, c'est pas 22 millions.
Merci. Donc, le message de Rodrigue à son frère Jean-Pierre Fabre, revenez sur terre. Là, c'est signé Rodrigue. Le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sasson. Oui, Adjovi. Oui. Et je voulais dire, comme notre ministre Gilbert Bahora, à chaque fois quand il monte sur les médias, tout ce qu'il dit, vraiment, c'est décevant, quoi. Mais il dit que aller aux élections sans le président fort, c'est comme jouer un football sans Messi. C'est comme si on demandait à Barcelone de jouer sans Messi. Mais si j'ai bonne mémoire, dans une équipe, il y a 11 joueurs. Oui. C'est pas le seul qui joue et lui seul allait faire de beaux jeux. Oui, il y a 11 joueurs, mais il y a toujours une vedette par équipe. Oui. Les premiers peuvent jouer sans débat et gagner. Ok? Oui. Si le jeu était clair, on peut jouer sans débat et gagner. Mais je voudrais lui dire que M. Bahora n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Premièrement, si nous les opposants... Ah, vous êtes opposant, Adjovi? Je suis opposant, vraiment. Non, c'est toujours bien de se revendiquer. Monsieur Sass, oui. Ne voyons pas la force, la face. Je suis très bien opposant. Merci. Parce que ce que le gouvernement fait, je ne suis pas d'accord avec tout. C'est votre droit le plus absolu. Donc, il faut qu'il mette un peu d'eau dans son verre. Mais Adjovi, l'ONU a dit... Adjovi, oui. Si vous êtes opposant et que vous avez votre position a dit, vous devez reconnaître que Gilbert Bahora, militant aussi de son parti, a le droit de dire ce qu'il veut. Oui, je ne refuse pas. Il a droit de dire. Oui. Mais il ne faut pas qu'il se prononce avant son président. Il faut plus le déjouer et dire qu'il ne va plus aller à l'élection. Qu'est-ce qu'il va faire? Merci. C'est vrai que d'aucuns comparent Fort à Messi. Il dribble tout le monde. Est-ce que Fort va dribbler Bahora? On verra toujours lorsqu'il sera temps. L'auditeur en attente, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sall. Oui. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Vous avez l'honneur à Delphin. Delphin. Oui. Nous sommes vraiment honorés alors, Delphin. Je voulais aborder sur 2 points. Le premier, c'est par rapport à la circulation. Vraiment, les gens de moto, là, ils nous créent des problèmes. Ce matin, même en allant au service, il y a un statut, Diamant qui est venu craquer une nouvelle statue, je ne sais même pas. Il a fait quoi? Il est venu craquer. Cracher? Au milieu de la voie, hein. Il roule très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire pour faire la partie de cette voiture-là. Il a craché, disons, il a éraflé un véhicule, c'est ça? Oui. Il y a plus il y a quelques accidents comme ça sur manifeste sur des voies et maintenant on dit que c'est l'homme de véhicule qui fait. Il est en véhicule. Il ne doit pas être les gens de moto là, mais il faut ces gens de trucs. Quand tu le parles maintenant, il te lance la main que tu déranges les gens. C'est de l'envie. Mais vraiment, je reviens aussi sur le truc de la candidature. Oui. Vraiment, selon moi même, c'est comme on n'a qu'à laisser de faire les élections. C'est plus mieux et on va économiser. Et on va faire quoi alors pour choisir le prochain président en 2020? Le président, il n'a qu'à continuer de faire son travail, c'est tout. Et on annule les élections. Mais, là, c'est vous qui le dites, hein? Je ne connais même pas le problème que le président actuel a et les gens sont actuels. C'est-à-dire que tous les opposants là, c'est pour nous créer des problèmes. Merci. On n'a qu'à les oublier complètement. Merci. Et on n'a qu'à diriger le pays comme cela se doit. Liberté d'opinion, liberté d'expression. Quant à moi, non comment, Lucien? Non, je voudrais dire 2 mots à l'attention de Madame Adjovi. Comme toi, tu l'as déjà dit, j'abonde dans ton sens. Adjovi se revendique opposante. Quand on dit qu'on est opposant, il faut accepter l'existence de l'autre. Ça dit du pouvoir. Du pouvoir. Parce que si le pouvoir n'existe pas, il n'y a pas d'opposition. Ton opposition n'a aucun sens. Bon. Bahora, non seulement il est militant de l'UNIR, mais il est ministre. Il a toujours été ministre depuis que Fort est là. Et il est même porte-parole du gouvernement. De fait. De fait. De fait. Si Bahora parle, il
il est en train de politiquer. Si on ouvre un débat sur les propos de Bawara, c'est un faux débat. Ce qu'on peut dire, c'est de tirer le son. C'est pas de lui dire ce qu'il doit dire. Tirer le son de ce que Bawara a dit. Si Bawara dit qu'il faut être fort, c'est comme Messi. Comprenez bien que le parti se prépare pour ça. Merci donc, beaucoup. Maintenant, de votre côté, prenez les dispositions pour le conseil. Merci. Il y a un auditeur en attente. Bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Bonjour. Oui. Je vais répondre à Jovi. C'est notre ami en ligne. Bien sûr. Eh bien, répondez à Jovi. Je vais dire à Jovi que c'est notre capitaine. Si c'est un capitaine ne rentre pas, qui va répondre à l'arbitre avant qu'on commence à jouer le ballon. Donc, de toute la façon, c'est eux qui ont fait la rébellion le 19 août 2017, comme quoi les réformes pour la limitation mandat, et les 2 tours. Maintenant, les choses sont faites. Ils savent quel que soit. Les gens disent que la série là n'est pas bon. C'est pas ils ont refusé la série de Kadanga avec 8 sièges. Ils ont accepté la série de Ayaso avec 3 sièges. Ils sont à le quart. Fait partie de. Donc, Ali, si Adjovi se revend de l'opposition. Adjovi que Bawara, si c'est mon frère Bawara même qui a dit ce matin ce qu'il a dit, moi je suis très content. On voulait qu'il va dire ça depuis. Nous-mêmes savons que Faure est notre candidat. Donc, vous êtes du pouvoir, vous êtes partisan du pouvoir. Donc, j'ai répondu. Comme ça, l'équilibre est fait chez nous ici au Club de la Presse. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. C'est Rodrigue qui revient. Bon retour, Rodrigue. Merci, mon frère. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Alors, soyez direct, s'il vous plaît, Rodrigue. Oui, pour aller demander quoi? Qu'est-ce que nos opposants veulent au juste? Point bas. Il veut réaliser l'alternance. L'alternance, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'ils proposent? L'alternance, c'est bon. Est-ce qu'ils ont eu, comment on l'appelle, une secteur de société? Ils ont quoi? Comment de société? Non, c'est pas possible. Une chose est de vouloir l'alternance, l'autre chose est de vouloir quoi? Quand tu viens au pouvoir, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au peuple? Merci, Rodrigue. Non, merci. Et comme vous savez partager, vous allez laisser la place à ceux qui attendent en ligne. Oui, bonjour au suivant. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kokou. Monsieur Kokou. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je dis bonjour à tout le peuple togolais. Je voudrais poser une question. À qui? À tes confrères là-bas. Lorsque on voit quelque chose qui est mal chez nous, et on parle, on a toujours tendance à aller faire une comparaison. Lorsqu'on parle des inondations, il y a des journalistes qui sont partis nous amener des articles sur d'autres pays, qu'il y a une inondation là-bas aussi. Donc je voudrais demander, si mon enfant échoue à l'école, je vais aller chercher à voir si l'enfant d'une autre personne a échoué, donc je serai d'accord que mon enfant a échoué. La question que je voudrais poser bien, la question est posée, qui la prend? Il la prend. Lucien. La question qu'il vient de poser est très intéressante. C'est-à-dire que on peut avoir raison, on peut défendre une bonne cause, mais l'approche peut être viciée. Quand on pose mal le problème, on a la mauvaise solution. Ceux qui disent qu'il y a inondation partout, ils ne mentent pas. Les catastrophes naturelles, tout ça qu'on voit un peu dans le monde, ça doit nous faire comprendre que nous ne sommes pas les seuls concernés. Nous, dans notre métier, nous devons aiguillonner les autorités pour que, au fur et à mesure, c'est pas un problème qu'on peut régler du coup, de façon ponctuelle. Il faut que dans chaque programme, dans chaque budget, on sait qu'on doit développer ceci, on doit faire ceci. Mais dire que quand quelque chose se passe, nous n'avons pas le droit de faire des comparaisons, nous ne sommes pas seuls sur la planète. Merci. Autrement, la presse ne justifie pas les échecs du gouvernement, mais nous disons que les mêmes problèmes se posent ailleurs. On peut même tirer le son de ce qui se fait ailleurs. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. S'il vous plaît, c'est Mohamed à l'appareil. Mohamed, vous êtes le bienvenu. Oui, merci. C'est pour remercier beaucoup M. Jossou Mensah.
Parce que quand je l'entends les lundis, là, vraiment, je suis très, très, très ravi, quoi. Alors que d'autres ont peur de faire une crise, hein. Mais voilà. C'est le paradoxe du logo. Ouais, quand les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vraiment, je félicite M. Diossou. Vraiment, le jour que je vais le croiser, là, devant un bar, il va vider le bar avant que je le rentre à la maison. Je vous remercie. Eh bien, lorsque vous allez croiser un jeune homme de 73 ans avec les cheveux tout blancs, ça a toutes les chances d'être Lucien Diossou Mensah. Merci Mohamed. Le suivant, bonjour. Allô, oui. Bonjour Sas. Oui. Ton papa. Papa Sibiti. Oui, je salue le doyen, c'est Diossou, non? Ouais. Lucien Mensah. Je le remercie. Vous savez? Non, dites-nous. Lorsque vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'autonomie, et Olympio, et Dolinski, Meati, Adjavon, Pachalbert, et aujourd'hui Dessouza, si Olympio a eu la chose, c'est parce que c'est Dessouza, mais c'est lui qui est le plus grand intellectuel. Les intellectuels, c'est les progressistes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, monsieur Sass, monsieur Diossou, les candidats que vous le vouliez ou non, les gens vont dire que je suis accepté. Je ne suis pas du tout, n'est jamais accepté. Je suis au milieu. C'est le président Ford qui sera leur candidat, même dans 100 ans, 1000 ans. Mais le président Fabre, personne ne peut lui demander d'abdiquer. Vous avez vu sa popularité. Comment? Ceux qui n'ont pas de popularité, Fabre va le président Fabre va leur accepter jamais. Et moi, je sais ce que vous avez dit, monsieur Diossou. Moi, je suis anarchiste depuis l'école. Je suis de Bakounine. Mais pas un anarchisme noir, mais un chose éclairée. Le despotisme éclairé, c'est ça. Donc, je vous dis, les terres, nous sommes inondés, monsieur Diossou. Non. Les terres ont été approuvées. S'il y a des inondations, c'est le gouvernement qui doit prendre part. Derrière moi, avec Adebayo, allant vers l'Omégan, il faut faire des caniveaux, ils sont souterrains. S'ils sont bouchés, comment nous allons faire? Merci beaucoup. Merci. Donc, ensemble, pour Papa Sibiti, Fort sera candidat naturel d'UNI, comme Fabre sera naturellement le candidat de l'ANC. Comme ça aussi, l'équilibre est respecté ici au plateau. Le tout dernier auditeur. Oui, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Bonjour. Oui. Oui, vous savez, monsieur Ben Abdel à l'appareil. Ben Abdel. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup à vous, sur le plateau, à vos collègues aussi. Mais c'est pour me prononcer un peu sur la situation sociopolitique, quoi. Allez-y rapidement. Juste pour dire que je voudrais que nos dirigeants, là, vraiment, je ne suis pas contre le pouvoir. Mais moi, personnellement, je voudrais que leurs décisions soient des décisions républicaines. Qu'ils tiennent à leurs promesses. Vous voyez. Parce que, deuxièmement, pour les opposants, parce que je ne peux pas croire à un opposant qui attend 6 mois des élections présidentielles, venir dire qu'il veut être candidat, qu'il veut comme un messie pour le Togo. Non. Mais je voudrais, pour nos autorités, qu'ils soient vraiment déjà responsables sur leurs promesses, qui tiennent à leurs promesses. C'est ça, nous avons besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie, donc que nos dirigeants se comportent de façon républicaine, c'est-à-dire respecter les textes de la République et qu'ils réalisent les promesses qu'ils nous ont faites. C'est les propos de monsieur Ben Mohamed. 93.5 Canal FM. Eh bien, donc, nous terminons cette émission par là où nous avons commencé, à savoir l'invitation que nous lance l'église évangélique presbytérienne Paras Bethesda de Hautoué, qui célèbre 150 ans, message que notre ami Makoua Bougoudou est venu nous passer. Vous nous rappelez le jour de la fête en apothéose, monsieur Mako? Oui, l'apothéose, c'est le 10 novembre 2019 prochain. Et pour cela, il est mis en vente un pagne. Oui, spécial pour l'événement. La pièce, c'est à 14 000.
demi-pièce 7000 et seulement, et la mesure c'est 2300 francs. Rappelez que en achetant ce pagne, sans le vouloir et sans le savoir, on subventionne un peu le jubilé d'or de la paroisse. Justement cela. Et pour cela, on a besoin d'argent quand même. Oui. De bonne volonté qui viennent nous fêter avec nous à hauteur. Oui, nous avons besoin beaucoup d'argent et ceux qui nous amèneront de l'argent seront récompensés. C'est pour dire que la fête sera l'apothéose sera inondée de quoi à survivre, c'est-à-dire à manger, à boire, et surtout beaucoup de bénédictions. Voilà. Bénédictions en abondance. Et voilà. Et donc, si quelqu'un vous aide à réaliser la fête, la personne sera récompensée au centuple de ses dons. Voilà. Merci beaucoup. Que la fête soit belle. Je sais, Didier Asogba, vous avez déjà commandé 3 pièces pour toute votre famille à Couvé. Ouais, on doit pouvoir commander dans la journée pour participer à cette fête. Votre carton? Oh, est-ce que j'ai carton? J'ai pas de carton. Ou bien quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez 30 secondes en tout cas. Non, pas rien de particulier. Donc vous nous souhaitez quand même bonne semaine. Oui, bonne semaine à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui soutiennent les journalistes, tous ceux qui comprennent souvent les journalistes, et tous ceux qui critiquent également les journalistes, ceux qui insultent également les journalistes. Ça permet également de nous corriger, de nous améliorer, de continuer à apprendre pour être au niveau. Merci beaucoup. Je fais le constat que certains de mes auditeurs se plaignent que quand ils entendent le nom de Lucien Djossou-Mensah, ils ont peur de faire un AVC. Et aujourd'hui, au moins 2 autres auditeurs ont appelé en direct pour dire qu'ils sont contents quand Lucien Djossou-Mensah vient ici à l'antenne. Lucien, eh bien, votre carton de fin d'émission. Je donne un carton rouge à notre compatriote de la diaspora, Fabi, qui a fait un montage sur le président, sur le net, qu'elle a signé. Et elle avait déjà travaillé à la radio Les gens. Quand tu passes ton temps à mentir, à faire des montages pour dénigrer un chef d'État, ce n'est pas le chef de l'État seulement qu'on dénigre, c'est le pays même, c'est le Liban du pays. Quand on publie quelque chose sur un chef d'État, la moindre des choses c'est de publier vrai. Bon, ça, je voudrais dire ça clairement. Pour que ceux qui sont à la diaspora croient que le fait d'injurier fort ou de faire quelque chose, c'est la politique, c'est pas ça la politique. 2, je voudrais dire quelque chose. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les aime bien. Ceux qui sont d'accord avec moi, je les remercie. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les passe. Moi, je suis un démocrate. Moi, on m'a arrêté pendant 24 fois à Lomé. Mais je n'ai pas fui. Je suis toujours là. Tout ce que je dis et qui leur fait mal aux oreilles, j'ai commencé à dire depuis 99. J'ai dit que Jésus sur l'Olympia nous trompera. Et ce que je dis, je ne le dis pas parce que je suis politique. Je le dis à cause des faits que j'ai. Donc maintenant, ils n'ont qu'à savoir qu'une fois encore, je ne vais pas avoir raison contre eux. Il ne faut pas que les faits me donnent raison. Merci. Où est-ce que Fab les a conduits maintenant? Merci Lucien Djossou-Mensah, ça finit pour aujourd'hui. Eh bien, mais nous continuons à méditer sur ce que nous écrit Coluche. À savoir que la liberté est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. Eh bien, si quelqu'un croise quelque part le mot liberté, il n'a qu'à nous saisir au club de la presse. Surtout au rendez-vous de demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.